Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler élégance masculine, on va parler sartorialisme ouvrier. C'est quelque chose qu'on avait évoqué dans la FAQ avec Nicolas. C'est une partie très importante qu'on souhaite développer sur ce projet-là. Donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour mettre un petit peu les bases par rapport à ça, par rapport à cette histoire de sartorialisme ouvrier, le définir dans un premier temps, essayer de même définir également ce qu'est le sartorialisme et essayer de voir ensemble, parce que c'est quand même un projet qu'on veut pouvoir développer avec vous, de voir comment on peut essayer de développer cette chose-là. Je sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas je l'ai dit. Jingle. D'où vient cette idée de sartorialisme ouvrier? Alors, dans une de ses vidéos, Hugo Jacomet, figure pionnière de l'élégance masculine d'aujourd'hui, qu'on appelle aussi maintenant le sartorialisme, dit la phrase suivante. Et si les rebelles avaient changé de camp? Si porter un costume aujourd'hui, ce n'était pas là le véritable acte de résistance, et même mieux, le symbole d'une authentique contre-culture. Alors, il va sans dire que nous, à Troisième Monde, on s'inscrit parfaitement dans cette démarche-là. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant ça, je pense qu'il faut qu'on fasse un bref état des lieux de ce qu'est devenu l'élégance masculine. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec le plan Marshall, qui impose en échange de fonds pour la reconstruction d'une Europe détruite, la promotion du mode de vie américain, comme référence culturelle. Alors on peut le voir via des figures intellectuelles comme Jack Kerouac, comme Allen Ginsberg, qui sont initiateurs de la Beat Generation, et plus largement connus notamment par les figures hollywoodiennes comme James Dean ou Marlon Brando, par le rock'n'roll, même les chewing-gums. Bon, toute cette histoire de l'après-guerre, je pense qu'elle est connue à peu près de tout le monde. Ce qu'il faut retenir dans cette idée-là, qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale, c'est que être cool, c'est devenu être anticonformiste. Et si on peut pas enlever qu'à une certaine époque, chausser des Converse, rouler sans but précis, gaver de LSD dans des Cadillacs déglingués, c'était une forme de rébellion face à un ordre établi et puritain, qui était vêtu de costumes guindés. Aujourd'hui, c'est plus la même. Parce qu'en fait, les anticonformismes d'hier ont gagné, et sont donc par conséquent devenus la normalité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la première victime collatérale de la ringardisation du costume, au profit du look, disons, streetwear, c'est justement la classe ouvrière et modeste. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Donc, dans un premier temps, on va définir ce qu'on appelle le sartorialisme. Parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce terme-là, et vous allez en entendre de plus en plus parler. Alors, le sartorialisme, c'est un néologisme qui est hérité de la sartoria italienne, qui n'est autre que l'art tailleur pour nos amis transalpins. Souvent associé au mot sartorialisme, vous risquez d'entendre parler de sprezzatura, qui est, disons, l'art de la nonchalance. Ça reprend un vieux concept formalisé au XVIe siècle par Baldassare Castiglione. Si vous discutez avec un adepte de cette secte vestimentaire, il ne pourra pas s'empêcher de placer à un moment donné le terme de sprezzatura, comme pour affirmer sa différence fondamentale d'avec ceux qui portent le costume comme un uniforme obligatoire. Uniforme d'ailleurs qui, disons-le, n'est plus la norme en fait, hormis dans de très rares exceptions. Si on veut résumer simplement et en quelques mots le sartorialisme, on peut dire que c'est la nouvelle forme de l'élégance masculine. Alors il apparaît véritablement au tournant des années 2010, et c'est au départ qu'un murmure, juste un mot secret partagé par quelques initiés. Mais face à la généralisation du médiocre, le secret s'est répandu et a converti de plus en plus d'adeptes. C'est ce que Canetti aurait appelé l'extension de la masse. Bon, gardons toute proportion gardée, le sartorialisme reste encore un mouvement marginal, de niche même, mais il gagne chaque jour de nouveaux fidèles, et qui sait, peut-être qu'il finira un jour par devenir la norme. La force première du sartorialisme, quelque part, c'est son anachronisme. Il s'inscrit dans une logique à rebours de ce sentiment d'accélération perpétuelle du monde. Il s'affirme comme un anti-modèle, un anticonformisme. Et on connaît le destin réservé aux anticonformismes d'hier. Mais je remarque qu'on parle du sartorialisme comme s'il s'agissait d'une chose uniforme, alors qu'à mon sens, on peut distinguer à minima deux types de sartorialistes. Et s'ils partagent la même passion, ils partagent pas la même chemise.
Et rassurez-vous, je ne vais pas parler du style italien face au style anglais, parce qu'à mon sens, les frontières entre ces deux mondes me paraissent de plus en plus poreuses et inadaptées. Non, je vais plutôt vous parler des deux types de sartorialistes, différents à la fois ontologiquement et économiquement. Et bien qu'ils soient radicalement différents en un sens, ils se complètent. Alors, les premiers sartorialistes, je les appellerai les aristocrates. Ils sont la figure de proue du mouvement, la vitrine, le vaisseau amiral. Appartenant presque exclusivement aux classes dites supérieures, ils possèdent les deux biens les plus précieux de notre époque, à savoir le contrôle de leur temps et le pouvoir de créer les normes pour les autres. La typologie non exhaustive de ces aristocrates est composée de chefs d'entreprise, d'héritiers, d'influenceurs, dont Ugo Jacomé, et plus étonnant, des maîtres tailleurs eux-mêmes. À l'image du phénomène qui a propulsé les chefs de la haute gastronomie au rang de stars, les maîtres tailleurs ne sont plus cantonnés à être les ombres derrière les hommes d'influence. Ils deviennent eux-mêmes des influenceurs. Je pense à des figures comme Lorenzo Cefonelli, Luca Robinacci, Pino Peluso, etc. et tant d'autres. Les aristocrates sont en quelque sorte le référentiel. Ils abordent le sartorialisme avec panache et splendeur. Ils défrichent, ils osent et dépoussièrent l'art tailleur. Ils osent car ils peuvent se le permettre. Le deuxième groupe que l'on appellera bourgeoisie, pour rester dans le modèle historique, est composé non exhaustivement d'une classe moyenne-haute, disons les avocats, les médecins, les cadres supérieurs. À l'inverse des premiers, ils ont des obligations, des codes à respecter, ou du moins ils ont une limitation plus grande dans la latitude de leur créativité. C'est parmi eux que l'on retrouve encore les rares professions où le costume est obligatoire d'ailleurs. Et cette seule contrainte les oblige à aborder le sartorialisme sous une version plus tempérée et plus discrète. Mais ils sont tout aussi essentiels que le premier groupe, car c'est par eux que se démocratise le sartorialisme. Si le premier groupe dépoussière et innove, le second groupe démocratise et répand la bonne parole. Avec quelque part l'idée que si le costume est obligatoire, alors autant qu'il soit bien coupé. Mais alors qu'en est-il de la dernière catégorie, qui n'existe pas vraiment d'ailleurs, ou bien comme une proto-catégorie, disons le petit peuple, les ouvriers, les prolos. Quelle est l'influence du sartorialisme sur cette catégorie? Eh bien, elle est malheureusement quasiment nulle. Je me souviens très bien le jour où je me suis fait cette réflexion. Je travaillais de nuit à vider des camions de colis. Je me souviens précisément qu'entre deux colis Cdiscount, je me suis dit que nous, les prolos, nous troquions le bleu de travail pour des jeans troués, des joggings et des sneakers made in China. Notre habit de prolo nous colle à la peau comme la sueur au corps dans les containers. Elle est dure à dire cette phrase. Comme la misère sur les bidonvilles de l'humanité. Et c'est pourquoi j'affirme que cette classe est la grande perdante de la ringardisation du costume. Si vous me permettez, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Feu mon grand-père, appelons-le Lino, puisque je me souviens encore très clairement de lui, bien que j'étais jeune quand il nous a quittés, immigré et partisan italien, maçon, évidemment, ayant connu la faim, la guerre et les mythes des vieux quartiers parisiens. Alors sur les photos de jeunesse, on pouvait le voir arborer une moustache fine à l'italienne, qu'il a par la suite troquée pour une imposante moustache gauloise, comme un symbole, sans ne jamais perdre en route sa casquette plate. Cet homme-là, mon grand-père, n'aurait jamais fait l'impasse sur son costume sur mesure. Il était pourtant petit, doté d'épaules démesurées, des mains calleuses, ayant pris la forme de briques qu'il manipulait chaque jour, le dos voûté sous le poids des sacs, et les rides de son visage creusaient des sillons profonds avant même qu'il ait eu 30 ans. Et pourtant, quand il enfilait son costume et allait danser au bal, aucun homme de quelque rang social qu'il soit ne pouvait le contester, en allure et en légèreté de pied. Quand il enfilait son costume à rayures, il retrouvait de l'allure. Sa silhouette fatiguée retrouvait du panache. Et quand il devait aller courtiser les dames, il se trouvait pas des excuses de mollasson. Il n'avait pas peur de dire qu'il était ouvrier et prolétaire. C'était même d'ailleurs sa fierté et sa dignité. Plus jeune encore, quand il était en Italie, dans la belle région de Parme, fauché comme les blés, il pouvait pas se permettre l'achat d'un costume complet et d'une chemise. Alors ce qu'il avait fait, il avait demandé au tailleur de lui coudre le plastron de la chemise directement sous le costume, de telle sorte qu'il était pour ainsi dire torse nu sous son costume. Mais rien n'arrête un homme qui veut aller séduire les plus belles filles du bal à 20 km de son village, parcours qu'il effectuait à pied et de nuit, pour être rentré au petit matin et travailler de nouveau. Je reste convaincu que le costume jouait un rôle déterminant dans l'image qu'il avait de lui-même. C'était l'armure qui lui permettait d'oublier sa condition précaire.
Après avoir trimé des heures durant en avalant les particules d'amiante, à nager dans la poussière du ciment, à en devenir blanc, il savait que quand il enfilait son costume, sa chemise blanche, sa cravate et sa casquette, il redevenait celui qu'il était au fond, un danseur hors pair. Il redevenait un homme. Enfiler son costume, c'était retrouver ses rêves, sa joie et ses responsabilités. Et mon grand-père n'était pas une exception. Il était la norme autrefois. J'en veux pour preuve cette série photo d'August Sander, Deutsche Menschen, les Allemands. Ce sont aussi ces photographies-là qui m'ont profondément et durablement marqué dans mon rapport au chemin sartorial. Alors en voici quelques-unes de fermiers et d'ouvriers. Je vous laisse vous faire une idée. Alors qu'est-ce que nous disent ces images ? Qu'il n'est pas nécessaire de porter des costumes en laine Super 250 de chez l'Europiana pour être élégant. Non plus que de posséder un smoking en velours ou des mocassins à pampilles. Mais surtout qu'il n'est pas nécessaire de posséder un compte en banque à 6 chiffres pour avoir de l'allure. Dites-vous que si les Allemands d'avant-guerre, ceux-là même qui avaient besoin d'une brouette entière de Deutschmark pour acheter un bout de pain, réussissaient à être élégants, malgré la misère et la famine, quelle excuse avons-nous ? Aller vers le sartorialisme, pour nous, c'est le meilleur moyen d'économiser de l'argent, ou du moins de ne pas le gâcher en vêtements à l'obsolescence instantanée. C'est aussi retrouver la fierté de nos corps. Rien ne met plus en valeur un corps bien bâti qu'un beau costume en laine. Ajoutez à ce costume une paire de bottines solides dont la patine se magnifiera avec le temps, et vous n'aurez plus à vous excuser. Votre vêtement sera le prolongement de votre force, et non la honte d'une bourse trop maigre. J'ai souvent pu constater sur les sites dédiés à l'élégance masculine qu'il était proposé au monde ouvrier la seule panoplie du workwear, à base de jeans, de chemises et de vestes. Alors j'aime aussi le style workwear, bien sûr, mais pourquoi on devrait limiter l'usage des costumes et pantalons à pinces au seul mariage et enterrement ? Pourquoi bannir ce que nos corps portent si bien ? Y a-t-il plus de caractère que le contraste des mains calleuses et des visages burinés par le soleil sur une chemise immaculée ? Et je n'ai pas évoqué les femmes. Mais c'est une expérience qui peut pas être retranscrite seulement avec des mots. Il faut le vivre pour le croire. En définitive, la finesse du revers d'un costume et la ligne impeccable d'une épaule napolitaine comptent, même s'ils ne cacheront jamais la vérité d'un corps de labeur. Mais ce contraste crée précisément l'attraction. La tension qui se joue entre un physique rude et le raffinement d'une coupe impeccable est quelque chose qui ne laisse personne indifférent. C'est pourquoi j'écris ces lignes. Pour peut-être participer à lancer un mouvement qui n'en serait qu'à ses balbutiements. En fait, la vérité, c'est que je crains de voir le petit peuple manquer encore ce nouveau train. Un train qui ne nous attendra pas éternellement. Avec Troisième Monde, on aimerait lancer ou participer à l'émergence d'un mouvement de sartorialisme ouvrier. Ce sartorialisme-là prendrait ses racines directement dans la culture ouvrière. Il pourrait aussi, par exemple, reprendre des habits typiques de vos régions natales, en étant réinterprété dans notre monde actuel. Mais pas comme un costume, pas de manière folklorique, mais de manière habitée, comme un habit affirmé et quelque part politique. Je pense par exemple au béret du Sud-Ouest, qui pourrait être formidable en étant réhabilité. En somme, un sartorialisme non pas issu des magazines de mode, non pas imposé d'en haut vers le bas, mais au contraire sorti de la terre. Dans les semaines qui vont venir, on va essayer de vous proposer des visuels qui s'inscrivent dans cette idée. Mais pour que ça se propage, il faut absolument que vous relayiez aussi cette idée. Peut-être en nous envoyant des photos de vous, qu'on repartagera, ou en complétant des informations de ce qui a été dit ici. Alors vous pouvez avoir déjà un aperçu de ce que peut être le sartorialisme ouvrier sur la chaîne de notre ami Alex Cormac, à qui on fait un coucou d'ailleurs. La chaîne est en description, qui est, je pense, un exemple parfait de ce que le sartorialisme ouvrier peut être. On croit également dans le même temps qu'il y a une place pour le sartorialisme féminin, qui soit pas forcément le principe de mettre un costume sur une femme, mais plutôt de voir comment on peut décliner l'esprit de l'élégance sartoriale sur le corps des femmes. Alors, pour conclure, si ces idées, que ce soit le sartorialisme ouvrier ou le sartorialisme féminin, vous intéressent, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou sur notre page Instagram. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur nos 2 comptes. Comme je vous disais en intro, cette vidéo, c'est pour poser les premières bases. C'est pas le développement complet de cette idée de sartorialisme ouvrier. C'est juste voir si ça éveille de l'intérêt. Pour nous, on pense qu'il y a énormément de potentiel dans cette idée-là. Et de toute façon, on va la développer.
Maintenant, on aimerait le faire avec vous aussi, d'avoir de vos idées, d'avoir même vos photos, de voir comment on peut construire ça tous ensemble. Et donc n'hésitez pas surtout à nous contacter. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au revoir.